так упрямо. Если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вдох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу. C'est une Capulet. Il s'appelle Roméo. Камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания. Éternel pacte avec la mort vorace. Разбитая душа, Roméo. все твои обещания, пустота. Le film commence par un cri alertant tout le château. Les gardes se dispersèrent aussitôt, fouillant chaque couloir à la recherche de Juliette. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Juliette. Et si la célébration était si grandiose, c'était uniquement grâce à l'influence écrasante de sa famille. Pour l'anniversaire de sa fille adorée, Fulgencio avait convié la moitié de la ville. Personne n'imaginait pourtant que ce bal somptueux allait bouleverser la vie de Juliette à jamais. Très vite, la nouvelle de la fête des Capulets se répandit dans chaque rue et chaque ruelle de Vérone. Mais les invitations obéissaient à une règle stricte. Les Montaigu et les Capulets étaient les deux familles les plus puissantes de la ville. Leur rivalité ancienne avait provoqué d'innombrables conflits, perturbant la vie quotidienne, au point que même le prince n'avait jamais réussi à les apaiser. Ne pas inviter l'autre camp semblait donc évident. Au sein de la famille Montaigu, le fils unique, Roméo, faisait figure d'exception. Rebelle par nature, il refusait les rivalités et prônait l'amour et la paix, loin de la haine qui divisait la ville. Pourtant, malgré ses idéaux, Roméo était lui-même prisonnier de ses sentiments. Il venait de rencontrer une jeune fille incapable de comprendre sa vision de l'amour et farouchement opposée au mariage. Cette déception le convainquit qu'aucune âme sœur n'existait vraiment dans ce monde. Mais le soir même, un bal organisé par la famille Capulet allait bouleverser cette certitude. Grâce à l'aide de Benvolio, Roméo obtint discrètement une invitation et s'y rendit en secret. Une fois sur place, il se sentit immédiatement à l'écart. L'agitation et l'exubérance de la fête ne faisaient qu'accentuer son malaise. Cherchant à s'isoler, il se réfugia dans une pièce à l'écart pour reprendre ses esprits. C'est alors qu'en observant distraitement son reflet, son regard fut attiré par un aquarium placé derrière lui. À travers l'eau et le verre, il eut l'étrange impression d'apercevoir une scène de l'autre côté, comme si son destin venait de s'ouvrir à lui. En s'approchant pour mieux voir, Roméo n'imaginait pas qu'en un instant, tout basculerait. Aucun mot n'était nécessaire. Un seul regard suffisait. Le temps sembla se figer, et Roméo se retrouva immédiatement captivé. Il voulut s'approcher davantage, mais la jeune fille fut aussitôt emmenée par sa nourrice. Roméo la suivit du regard et la vit rejoindre la piste de danse aux côtés d'un autre garçon, choisi par ses parents. Cette vision ne provoqua aucune jalousie en lui. Il se contenta d'admirer la grâce de ses mouvements, chaque pas renforçant son émerveillement. Lorsqu'il sentit son regard croiser le sien, Roméo comprit qu'elle ressentait la même attraction. C'était peut-être l'amour qu'il avait attendu toute sa vie. Profitant d'un instant d'inattention, il se rapprocha d'elle et l'attira brièvement à lui. Mais ce moment fut de courte durée. La jeune fille révéla alors une intelligence et une sensibilité qui dépassaient tout ce qu'il imaginait, saisissant instinctivement le sens profond de cette rencontre. À cet instant précis, Roméo eut la certitude d'avoir trouvé celle qui lui était destinée. Il s'approcha davantage, incapable de résister à cet élan. Mais le destin frappa encore. La mère de la jeune fille apparut soudainement, mettant fin à cet instant suspendu. La nourrice ramena rapidement Juliette auprès de sa famille. Et lorsque Roméo aperçut enfin le nom et le visage de ceux qui l'entouraient, il resta figé, comprenant que cette rencontre venait de devenir impossible. Pendant un court instant, tous deux restèrent sans voix, et l'amour à peine né se heurta brutalement au poids de la réalité. Personne n'aurait pu imaginer que le destin se montrerait si cruel. Lorsque le bal prit fin, Mercutio entraîna rapidement Roméo loin du palais, mais ni lui ni Juliette ne parvinrent à se détacher de ce qu'ils venaient de vivre. Leur regard était encore chargé de désir et d'incertitude, suspendu à une émotion dont personne ne pouvait prédire l'issue. Il était l'héritier de la famille Montaigu, elle la fille adorée des Capulets, et cette rencontre, aussi fulgurante qu'inattendue, semblait condamnée dès son premier souffle. À cela s'ajoutait le regard de Tybalt, cousin de Juliette, qui avait reconnu Roméo au cœur de la fête. Plus tard, alors que la voiture s'éloignait, Roméo sortit brusquement de sa torpeur.
Sans écouter les appels de son compagnon, il sauta du véhicule et courut vers le domaine des Capulet, escaladant les murs jusqu'au jardin du 2e étage. Presque au même instant, Juliette apparut elle aussi dans le jardin, troublée par cet amour soudain qui venait de bouleverser toutes ses certitudes. Dans le silence de la nuit, Roméo comprit qu'avant toute chose, il devait connaître ce que son cœur à elle ressentait, car au-delà des noms, des familles et des haines anciennes, ce lien naissant semblait déjà défier le monde entier. Ainsi, tous deux basculèrent ensemble dans le bassin, et lorsque Juliette reconnut Roméo, sa surprise se transforma aussitôt en inquiétude, car elle savait que si les hommes de son père le découvraient, le jeune Montaigu n'aurait aucune chance de survivre. Pourtant, face à l'ardeur brûlante qu'elle lisait dans son regard, elle ne parvint plus à résister, et cet instant suspendu les entraîna dans une passion aussi intense qu'interdite. Mais lorsqu'elle retrouva ses esprits, le doute s'installa aussitôt, car tout s'était déroulé trop vite, et Juliette craignait que cet amour fulgurant ne soit qu'un élan passager, incapable de résister au poids du temps et de la réalité. Malgré la sincérité qu'elle percevait en lui, elle refusa que leur étreinte aille plus loin, jusqu'à être certaine que ce lien n'était pas une simple promesse née de la nuit. À cet instant précis, Juliette comprit pourtant qu'elle avait trouvé une âme qui la comprenait pleinement, un amour qui résonnait avec le sien, et dont l'intensité ne laissait place à aucun doute. Mais comme toujours, le bonheur se révéla fragile et éphémère, car la nourrice les interrompit une nouvelle fois, brisant cet instant volé. Le cœur de Juliette lui appartenait déjà, et elle se sentait prête à unir sa vie à celle de cet être qui lui semblait parfaitement accordé. Roméo, lui aussi, brûlait d'espoir et d'attente, mais les deux amants n'eurent d'autre choix que de se séparer brièvement, car si l'attente nourrit le désir, la séparation qui suit les moments de bonheur laisse derrière elle une douleur profonde et silencieuse. Roméo savait parfaitement que son union avec Juliette ne recevrait jamais la bénédiction de leur famille. Mais afin de garantir que le mariage ait lieu comme prévu, il se rendit dès l'aube à l'église locale pour demander au père Laurent de célébrer leur union. Une fois le certificat de mariage en main, il pourrait alors annoncer leur union à leurs proches. Dans ces contrées, un mariage secret sans la bénédiction d'un prêtre n'a aucune valeur légale ni reconnaissance sociale et s'expose inévitablement au ridicule. Lorsque Roméo annonça au père Laurent que sa promise n'était autre que Juliette, fille unique de la famille Capulet, l'attitude du prêtre changea immédiatement. Si ces deux grandes familles s'unissaient, cela mettrait fin à leur querelle séculaire et permettrait enfin aux habitants de la ville de vivre en paix. Avec l'accord du père Laurent, Roméo se hâta de rejoindre le bord de mer pour partager la nouvelle avec Benvolio et Mercutio. Mais avant qu'il ne puisse parler, la nourrice surgit, déterminée à l'interroger minutieusement pour Juliette. Si jamais il devait la tromper ou lui promettre des chimères, ce serait un acte des plus graves et indignes. Comprenant le sens derrière les paroles de la nourrice, Roméo, pour dissiper tout doute, révéla directement son plan de se marier avec Juliette. La nourrice, lisant dans ses yeux l'authenticité de son amour, ne put retenir un sourire satisfait avant de courir annoncer la bonne nouvelle à Juliette. La joie de Juliette était évidente. Elle ne s'était pas trompée sur l'homme qu'elle aimait. Bientôt, elle arriva au lieu convenu. Dans l'église sacrée, elle portait une robe de mariée simple et marchait lentement vers l'homme qui hantait ses rêves, celui avec qui elle allait passer sa vie. Dans les yeux de Roméo, il n'existait plus que Juliette. Après un long regard partagé, ils détournèrent à regret les yeux. Cette cérémonie ne comptait que peu de témoins, mais à cet instant, ils étaient pleinement heureux. Le monde venait de voir naître un couple amoureux et comblé. Roméo retourna alors au bord de mer, prêt à annoncer enfin la nouvelle à ses frères. Mais Tybalt, le cousin de Juliette, surgit et le défia pour un duel au style cow-boy. S'il avait accepté, l'un d'eux aurait dû tomber. Mais leur union venait de donner à Roméo un nouveau but. Ce n'était pas le moment de créer de nouveaux conflits, il devait préparer la paix à venir. Tybalt refusa de se contenter de la retraite de Roméo et le frappa, espérant le pousser à dégainer. Peu importe les coups reçus, Roméo refusa de se battre. Son retrait n'inspira aucune pitié et ne fit qu'attiser la fureur de Tybalt. Mercutio, incapable de rester spectateur, laissa tomber son arme et se jeta sur Tybalt. Grâce à sa force, il le poussa rapidement contre un morceau de verre brisé. Il saisit alors un bâton en bois, prêt à porter un coup fatal, mais Roméo l'arrêta immédiatement. Tybalt ne montra aucune gratitude. Il ramassa un éclat de verre et le planta violemment vers Roméo. Pour protéger son ami, Mercutio le repoussa, mais son propre ventre fut tranché. Sentant la vie s'échapper, il goûta enfin aux terribles conséquences de la violence. Pendant que tous pleuraient, Tybalt reprit ses esprits et s'enfuit. Roméo se lança à sa poursuite, déterminé à venger son ami. Il utilisa sa voiture pour percuter le fugitif. Tous deux se précipitèrent vers le pistolet unique, mais Tybalt le saisit le premier. Même armé, Tybalt n'inspira aucune peur à Roméo. La douleur se transforma en rage et lui donna le courage d'affronter la mort. Devant son expression féroce,
Tybalt recula, effrayé. Après l'avoir tué, la fureur de Roméo s'apaisa enfin. Ces quelques coups de feu avaient brisé non seulement la chance de paix entre les familles, mais aussi, peut-être, son mariage avec Juliette. La peur commença alors à envahir son cœur. Peu après, les membres de la famille arrivèrent pour aider Roméo à fuir. La police et les autorités compétentes ne vinrent qu'ensuite. Le capitaine Prince, découvrant qu'il s'agissait encore d'un conflit entre clans, interrogea rapidement Benvolio pour connaître les détails. La victime était le neveu du patriarche des Capulets, et le meurtrier, le fils du patriarche des Montaigu. Le capitaine Prince se sentit impuissant. Il méprisait ces deux clans, mais leur influence était telle qu'il ne pouvait les affronter. À ce moment, la mère de Tybalt exigea que Roméo paie de sa vie. Il avait tué Tybalt et accusé d'avoir tué Mercutio. Le capitaine savait qu'en cas d'arrestation, sa famille payerait une caution énorme pour le faire libérer, ce qui discréditerait la police locale. Il prit alors une décision radicale, bannir Roméo. S'il osait se montrer aux yeux de la loi, il serait abattu sans hésitation. Une sanction plus dure que la prison, mais claire pour les deux familles. Roméo se cachait alors chez le père Laurence, rongé par le regret. Il n'avait aucun pouvoir sur les événements et espérait que Juliette ne lui en tiendrait pas rigueur. Bientôt, la nourrice arriva en apprenant que Juliette avait faibli à cause de tout cela. Roméo maudit le destin, mais le prêtre refusa de lui donner raison. Juliette était vivante, et Roméo pouvait enfin respirer. Tybalt avait été tué, et la loi qui le menaçait de mort se changeait en exil. Le père Laurence donna à Roméo des instructions claires. Aller trouver Juliette pour la réconforter et, en même temps, se retirer à Mantoue afin de rester hors de portée de la justice. Les jours suivants, il attendrait le moment opportun pour annoncer leur mariage et chercher une manière de réconcilier les deux familles afin qu'ils puissent vivre heureux ensemble. Comprenant le plan prudent du prêtre, Roméo sentit enfin son esprit s'apaiser. Sous le couvert de la pluie et de l'obscurité, il grimpa dans la chambre de Juliette. Aucun mot n'était nécessaire. Leurs âmes se comprenaient parfaitement. Dans cette atmosphère tendue, ils s'abandonnèrent entièrement l'un à l'autre et restèrent enlacés jusqu'au lever du soleil. Leur intimité fut interrompue par l'arrivée de la nourrice. Bientôt, la mère de Juliette fit part à sa fille d'une nouvelle bouleversante. Elle serait mariée à Paris au fils du gouverneur, dès jeudi prochain. Juliette voulait choisir son propre bonheur, mais son père, déterminé à renforcer sa position, ignorait totalement ses souhaits. Face à l'inflexible décision de son père, Juliette se sentit impuissante. Elle resta assise au sol, dénonçant l'injustice du destin, mais sans jamais abandonner. Elle se rendit auprès du père Laurence, espérant obtenir de l'aide. Celui-ci, à son grand regret, admit qu'il était lui aussi impuissant. Le cœur de Juliette se brisa alors un peu plus. Le père Laurence proposa un plan, un breuvage qui plongerait Juliette dans un sommeil semblable à la mort. La famille Capulet croirait à son décès et l'ensevelirait dans le tombeau familial. Une fois la nuit venue, il organiserait sa libération et son envoi à Mantoue pour qu'elle rejoigne Roméo. Dans l'urgence, il devait d'abord écrire une lettre à Roméo pour le prévenir et préparer sa venue. Le temps fila jusqu'au mercredi soir. Avant de se coucher, Juliette but la potion et sombra dans un état de mort apparente, exactement comme prévu. Le père Laurence arriva bientôt, simulant les préparatifs funéraires, et le service fut rapidement organisé dans l'église. À la surprise de tous, la lettre du père Laurence n'atteignit jamais Roméo à temps, victime d'une erreur du courrier. Par coïncidence, un jeune homme présent aux funérailles, au courant du mariage secret, assista à toute la scène et se précipita pour informer Roméo. L'incrédulité et un chagrin profond envahirent Roméo comme jamais auparavant. Il demanda aussitôt des nouvelles du prêtre, puis, sans attendre, se précipita vers Juliette pour une ultime rencontre. Mais le courrier arriva trop tard. De retour en ville, il se rendit directement dans une boutique et acheta un poison. Il avait décidé de mourir aux côtés de son amour. Rien, pas même la mort, ne pouvait séparer deux âmes unies. Pendant ce temps, le capitaine Prince apprit le retour de Roméo et alerta les deux familles, mobilisant toute la police pour le capturer. Pour échapper aux forces de l'ordre, Roméo prit un passant en otage et réussit à se réfugier dans l'église. Là, il retrouva enfin le corps de Juliette. Roméo s'avança lentement, les larmes montant sans cesse. En voyant le visage immobile de Juliette, il crut qu'elle était morte pour lui. D'une voix basse, il murmura son amour, caressa sa joue une dernière fois et l'embrassa encore, gravant son visage au plus profond de son cœur. Prêt à le suivre dans la mort, il ne voulait plus rester dans ce monde. Mais soudain, Juliette ouvrit lentement les yeux. Pensant à une plaisanterie, elle proposa de voler le poison sur ses lèvres, mais la froideur de ses lèvres la fit paniquer. Alors seulement elle comprit qu'il n'avait rien simulé. Avec Roméo désormais inanimé,
Elle ne pensa plus à ce qui était juste ou faux. Sa main frôla quelque chose de froid, le pistolet de Roméo. Pour elle, ce n'était pas une arme, mais la clé pour rejoindre son amour. Sans hésiter, elle porta le canon à sa tempe. Le lendemain matin, la police et les familles accoururent à l'église et découvrirent les corps des deux amants, figés dans leur ultime étreinte. Bien qu'ils n'aient pas connu l'intensité de l'amour de Roméo et Juliette, tous comprirent que la haine des deux familles avait provoqué cette tragédie. Il n'y eut ni reproche, ni cri, seulement le chagrin et le regret. Par leur mort, les deux amants offrirent une réconciliation tardive. Dans un monde vaste et éblouissant, la rencontre de deux âmes parfaitement assorties restait un miracle rare. Roméo et Juliette s'étaient aimés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, mais leurs identités et la rancune familiale les avaient séparés. Ils avaient tout donné pour ce rare amour, et pourtant le destin cruel les força à contempler la mort de l'autre. Tels des cygnes en deuil, ils protégèrent leur amour et leur fidélité jusqu'au dernier souffle. À cet instant, le dieu de l'amour triompha du dieu de la mort, qui ne parvint jamais à les séparer. В 6 утра фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота.